Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Vive la République, vive la France. Et vive la République LCI, donc, avec nos républicains du jour. Qui sont-ils? On accueille d'abord Muriel Réus, présidente du mouvement Femmes avec. Bonjour à vous, merci d'être là. Il y a aussi Jean-Philippe Moinet, qui est présent fondateur de la revue Civique, chroniqueur au Huffington Post et à Atlantico. Bonjour Jean-Philippe. Julien Arnaud également, comme tous les matins. Vous allez bien? En pleine forme. Écoutez, prêt à vous entendre débriefer l'ensemble des matinales radio et télé. Avec pour commencer la grève qui va donc arriver à la SNCF. C'est vraiment le sujet du jour. Oui, l'intersyndicale qui appelle à faire grève 2 jours sur 5 à compter du 3 avril. Après une réunion, les syndicats ont donc décidé de ce mouvement inédit pour protester contre la réforme de la SNCF lancée par le gouvernement. Alors en clair, le 3 et 4 avril, il y a grève. Les 5, 6, 7, rien du tout. Rebelote le 8, 9 avril et ainsi de suite jusqu'à fin juin, à vos calendriers donc. Au total, 36 jours de grève sur 3 mois, comprenant les vacances de printemps des 3 zones, l'ensemble des ponts du mois de mai. Bon courage. Ce matin, Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France, a exigé la mise en place d'un service minimum pour les voyageurs. Moi, je suis extrêmement préoccupée par ce préavis de grève et je demande à l'État une chose, c'est que le service minimum soit respecté. Vous savez que nous avons fait voter une loi sur le service minimum. Si le service minimum n'est pas effectué par la SNCF devra rembourser les voyageurs. Qu'est-ce que ça assure, le service minimum? Qu'est-ce que ça assure? Un train sur 3, y compris aux heures de pointe, c'est le service minimum, il doit être effectué. Le jour des grèves, les Français doivent pouvoir compter sur un train sur 3 avec la mise en œuvre du service minimum. C'est la loi. Comment l'État le fait respecter? C'est la loi. Par des réquisitions? C'est la loi, et s'il n'est pas respecté, il faut rembourser les voyageurs. Voilà, il faut rembourser les voyageurs, dit Valérie Pécresse. Les usagers, justement, eh bien, ils pourraient se rallier à la grève. Oui, c'est le pari que fait la députée de la France Insoumise, Danielle Obono. Et je pense que l'opinion, elle se travaille. Le gouvernement, elle a travaillé dans un sens extrêmement négatif pour les cheminots. On a entendu tout et n'importe quoi. On remarque quand même que les annonces faites au Conseil des ministres n'abordent pas la fameuse question des soi-disant privilèges des cheminots. On voit bien qu'il y a eu toute une opération d'enfumage pour stigmatiser les cheminots. C'est un certain nombre de conquêtes sociales importantes. Et puis surtout, c'est un service public. Et je pense que c'est ça qui est remis en cause fondamentalement. Enfumage, le mot est lancé par Danielle Obono. Réponse de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, sur ces 2 jours sur 5 de grève. Madame Borne. Je pense que cette posture n'est pas responsable. Le gouvernement ne cherche pas l'affrontement, ne cherche pas l'épreuve de force. Les syndicats disent 2 jours de grève tous les 5 jours. Moi, je dis négociation 7 jours sur 7. Vous y croyez à la négociation, Muriel Réus? Vous pensez que la négociation va l'emporter? C'est pas tellement le discours qu'on entend du côté des syndicats. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est, en tout cas surprenant, c'est la façon dont les syndicats qualifient cette grève. Ils l'appellent une mobilisation innovante. Bah oui, dans la forme, c'est nouveau. C'est nouveau, oui, dans la forme, c'est nouveau. Ça va être quand même difficile d'expliquer ça aux 4,5 millions de voyageurs quotidiens et qui prennent le train. Est-ce que je crois à la concertation? J'y crois pas beaucoup. Il y a 70 réunions qui sont prévues dans les semaines qui viennent. En tout cas, moi, ce qui me semble, il y a une incompréhension totale entre cette négociation, entre les cheminots et entre les salariés de la SNCF et les syndicats. Donc peut-être qu'on peut s'interroger sur la façon dont ces négociations sont conduites, puisque aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas, c'est ce dialogue. Ouais. Donc pourquoi ce dialogue ne fonctionne-t-il pas aujourd'hui? Et puis surtout, c'est pas nouveau, Jean-Philippe Moinet. On a l'impression de se répéter depuis des années et des années. Aucun dialogue, aucune négociation. C'est toujours la méthode dure qui prime. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte d'archaïsme finalement des relations sociales qui renvoie à une sorte de grand décalage, et effectivement une myopie est un faible mot. Ça fait 20 ans que cette entreprise prend l'eau. Alors, rappelons quelques éléments, et donc il y a une sorte d'aveuglement, personne ne veut voir les gouvernements de droite et gauche qui sont succédés les premiers, et les syndicats en particulier maintenant, continuent à mouliner dans le vide. Ouais. Alors qu'il y a non pas 50 millions, ni 500 millions, ni 5 milliards, mais 50 milliards d'endettement. C'est l'équivalent du ministère de l'Éducation nationale, quasiment. Ouais, ouais. Énorme gouffre d'endettement. Et on est là à se dire que le statut qui remonte à 1920, oui, 1909, constitue des grands acquis sociaux de la République d'aujourd'hui. Non, c'est se moquer du monde. Les Français vont subir quelque chose d'assez important, voire de très important en termes de perturbation. Et où est l'égalité
des droits. Où est l'égalité quand on met des gens en difficulté, que ce soit des salariés dans leur vie de tous les jours, des petits travailleurs indépendants, artisans, commerçants qui vont être perturbés, des entreprises, on est en période, on repart un peu en croissance. Ça va arriver pas forcément au bon moment. Il y a Benjamin Marc qui sera là dans quelques minutes. Pour finir, il y a une capacité de quelques-uns syndicats très organisés, d'ailleurs, qui ne sont pas tous sur la même ligne, d'ailleurs, quand on regarde de près. Oui, il y a quelques... Voilà, ils sont mis d'accord hier, mais pas forcément d'accord sur la méthode. Utiliser un pouvoir de nuisance exceptionnel. Benjamin Amar de la CGT sera avec nous entier. Dans quelques instants sur ce thème. On y reviendra largement. D'abord, les autres sujets du jour avec vous, Julien. Il y a un autre sujet sur lequel les matinales sont revenues pas mal. C'est évidemment le feuilleton de Johnny Hallyday. Il y avait la première audience hier à Nanterre. Oui, hier, le tribunal a donc jugé recevable la demande de renvoi de l'affaire par les avocats de Laura et de David. Audience renvoyée au 30 mars. Laetitia, elle devra s'expliquer sur le patrimoine de Johnny Hallyday. Et en attendant, sur scène, ce soir, au Grand Rex, Sylvie Vartan, avec un hommage à Johnny Hallyday. Elle était l'invitée, Sylvie Vartan, de David Pujadas. Alors, quelle forme prendra cet hommage? La réponse de l'artiste. C'est quelque chose de personnel, puisque j'ai choisi les chansons que j'avais envie de chanter, qui pour moi me sont chères et qui me rappellent pour certaines de jolis souvenirs. Et puis aussi parce que je le ressentais comme ça, ça sera le 3e volet de cette soirée. Johnny, Sylvie, c'était ça. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Voilà, duo 1973. Duo mythique, Muriel Réus. Qui a pris l'avantage d'après vous dans ce bras de fer après la première audience à Nanterre? Moi, je suis un peu gênée, je vais vous dire, cette histoire, parce qu'on touche là au domaine de la sphère privée, et moi, chaque fois qu'on touche au domaine de la sphère privée... Johnny, il appartient à tout le monde. Mais je suis d'accord avec vous, Johnny appartient... Enfin, je ne sais pas si Johnny appartient à tout le monde. En tout cas, Johnny, c'est un symbole, Sylvie Vartan s'en est un, Emmanuel Baye aussi. Donc, Nathalie Baye aussi, oui, c'est mieux. Donc, on est là, effectivement, dans quelque chose qui touche au cœur des Français. Moi, je crains que ce soit extrêmement difficile, parce que si réellement il y a un trustee, je ne vois pas très bien comment on va pouvoir revenir sur les termes de ce testament. Un trustee, c'est-à-dire C'est-à-dire que si réellement l'ensemble du patrimoine l'ensemble des droits ont été logés dans un trustee, comme le permet la loi américaine, un trust, comme le permet la loi américaine, ça va être extrêmement difficile de revenir sur les termes de ce testament. Donc, je vois qu'il y a quand même une difficulté juridique là, qui n'est pas simple. Il y a un décalage, Jean-Philippe Moinet, entre le thème trust, qui veut dire confiance, et l'ambiance actuelle au sein du clan Hallyday. Oui, pas grand commentaire à faire sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même... un caractère assez sordide de voir que l'avant et l'après, l'avant de la vie du vivant de Johnny Hallyday, de cette cérémonie qui a réuni en hommage mérité évidemment et populaire pour ce grand artiste, et puis l'après, on voit les règlements de comptes familiaux déballés sur la place publique. Bon, voilà, je pense que c'est un feuilleton qui peut intéresser la rubrique certains faits divers. Oh bah ça nous passionne. Moi, je vous l'annonce, je l'assume complètement. C'est vraiment... Vous êtes passionné par ça. Ah bah bien sûr. Vous en pensez quoi, tiens? Non, moi ça... Allez-y, Julien. Et justement, ce qui vous intéresse le plus. Un mot pour les fans de Sylvie Vartan, c'est malheureusement complet ce soir au Grand Rex, mais séance de rattrapage le 14 avril si vous voulez. D'accord, vous pourrez aller applaudir Sylvie. Il y aura toujours un hommage à Johnny pour le deuxième concert. Ouais. Allez, autre info du matin, les militants socialistes qui ont voté, et c'est Olivier Faure qui arrive largement en tête. Oui, selon des résultats provisoires, on devrait avoir des chiffres un peu plus précis dans la matinée. Plus de 35 000 votants, Olivier Faure en tête avec donc plus de 40% des suffrages, suivi de Stéphane Le Foll à l'issue de ce premier tour. Les deux hommes devraient donc s'affronter le 29 mars pour le poste de premier secrétaire du PS, sauf eh bien, s'il y a désistement de l'ex-ministre de l'Agriculture. Du coup, pas de second tour. Olivier Faure désigné directement patron du PS. Ça, on verra ça devrait bouger dans les minutes et les heures qui viennent. En attendant, quel regard La République En Marche a-t-elle sur le Parti Socialiste? Eh bien, c'est Stanislas Guérini, député LaREM, comme on dit. Olivier Faure, bon candidat? C'est quelqu'un que j'apprécie. Oui. Je pense que c'est un bon député. C'est le président de son groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale. Je lui souhaite bon courage. Parce que ce qu'on voit dans cette primaire, c'est que le Parti Socialiste n'a pas encore réglé ses divisions. Il y a toujours une tentation dans ce parti, au fond, de ne pas vouloir gouverner, de vouloir rejoindre Jean-Luc Mélenchon, d'être dans une contestation que moi j'estime stérile. Je viens de la gauche.
Et ce matin, Europe 1 a joint Olivier Faure à son domicile. Enfin, ou plutôt, Jérôme Commandeur a pris la voix d'Olivier Faure. Il y avait son épouse à côté, sa fille également. Et Olivier Faure, vous allez voir, surpris des résultats. Pour lui, c'est cap sur la galère. Quelle merde. Véro, assis-toi ma chérie. Je suis en finale de la primaire au PS là. C'est pas vrai. Mais t'as pas fini de faire le con. Ce serait qui face à moi? Bah Stéphane Le Foll. Oh putain, j'ai gagné. Oh là là là. Bah, j'ai ma gamine de 4 ans à côté de moi. On va prendre tes feutres de couleur, ma chérie. On va écrire un programme. Hein. Bon, vous me laissez la bonne journée. Très drôle ce matin encore. C'est que de la galère, Jean-Philippe Moinet, de récupérer le Parti Socialiste dans les circonstances actuelles, ou bien il y a quand même quelque chose à reconstruire? À très long terme, sans doute, mais c'est quand même galère. La situation du Parti Socialiste, et on la connaît, celle d'un parti qui a perdu 90% de ses effectifs, par exemple, à l'Assemblée nationale. Donc, celui qui a été investi par cette famille a fui le Parti Socialiste. Benoît Hamon, où est-il lui-même? Donc, on voit que certaines figures sont parties, surtout les électeurs sont partis. Donc, on ne voit pas, d'ailleurs, ça a été souligné par Natacha Polony en très juste terme tout à l'heure, c'est qu'on ne voit pas quelle est l'identité programmatique qui serait attractive. Ouais. Et donc, à part de miser sur l'échec du pouvoir Emmanuel Macron, Édouard Philippe, qui est quand même un calcul court, il n'y a pas d'autre stratégie, et surtout, il n'y a pas d'espace visible pour l'instant entre Jean-Luc Mélenchon, même avec sa radicalité, son côté éruptif et éructif. On peut imaginer une opposition plus modérée, mais Benoît Hamon, il est dans le même registre, dans la même situation. Et puis La République En Marche, pour l'instant, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne misent pas sur l'échec du pouvoir actuel, parce qu'ils savent que les nationaux populismes peuvent récupérer la mise. Stéphane Le Foll doit dire à 10h s'il reste dans la course ou pas. Muriel Réus, vous lui conseilleriez quoi à Stéphane Le Foll? Se retirer? Je crois qu'il va se retirer. Moi, j'ai le sentiment qu'il va désister. D'ailleurs, ce serait plutôt un signe positif de reconstruction de ce parti. Stéphane Le Foll, il est sur sa route, là. Voilà, même si le parti a besoin de se reconstruire, c'est un type bien, hein, Stéphane Le Foll. Moi, pas Stéphane Le Foll, Olivier Faure, excusez-moi. Olivier Faure, donc je pense que là, il va gagner. Stéphane Le Foll n'est pas un mauvais gars non plus, hein, précisons les choses. Hein. Voilà, non, je pense que c'est... Enfin, Olivier Faure, c'est un peu une nouvelle tête quand même. C'est des personnalités de qualité au plan humain, mais politiquement qui manquent de pesanteur. Bon, le parti occupe l'espace médiatique, on en parle ce matin, on va continuer d'en parler. La vraie question, c'est le programme. Quel est le programme, quelle est l'identité, quel est le futur de ce parti? Au-delà du programme, c'est d'abord les structures même du parti, son existence. Le siège de la rue de Solferino a été vendu. Il y a vraiment, lui, la mettre dans les rouages avant de construire un programme qui soit puissant, quoi. Et quid des militants? Pourquoi aujourd'hui rejoindre ce parti? Rien n'est clair, rien n'est évident. Voilà, on peut compter peut-être sur la volonté de cet homme pour amener une forme d'évidence. Il va peut-être effectivement se révéler parmi tous les votants. Il y a eu François Hollande qui est allé voter hier. Alors il a pas eu de chance, hein, Julien, parce que regardez. La pluie, comme d'habitude. Il a beau ne plus être aux affaires, il continue à avoir des déplacements publics qui se déroulent sous des trompes d'eau. François Hollande. Des nuages au-dessus du ciel. On ne sait pas pour qui il a voté. Hein. C'est un emploi pour le parapluie. En off, Julien, on imagine que Stéphane Le Foll était son candidat à François Hollande. Sûr, on imagine. Effectivement, c'est le grognard de la Hollande. Stéphane Le Foll. Oui, on n'est pas là avec une surprise. Jamais, Allez, parmi les autres déclarations et images, vous avez retenu quoi ce matin, Julien? Consigne de vote ponctuel ou rapprochement durable? C'est la question. Marine Le Pen appelle à voter pour le candidat Les Républicains lors de l'élection législative partielle de dimanche à Mayotte. Le FN, alors, n'avait pas présenté de candidat sur l'île. Une démarche très rare pour le parti frontiste. La question posée de la porosité des droites. Aucun accord. Valérie Pécresse, ce matin, est très claire. Je dis que Marine Le Pen essaye de faire parler d'elle et que pour moi, c'est porte close à toute alliance avec le Front National. Et vous avez vu le petit sourire à la fin, le petit rictus de Valérie Pécresse, très ferme. Qui veut dire quoi d'après vous? Comment, ce petit rictus? Pas du tout, aucun accord, je l'ai toujours dit, et moi j'incarne cette ligne-là. Sous-entendu, contrairement à d'autres. Voilà, il faudrait que d'autres soient peut-être un peu plus clairs. Vous avez entendu, Muriel Réus, que Thierry Mariani, notamment, avait appelé à une alliance avec le Front National. Cette idée, elle fait son chemin quand même? Malgré les dénégations répétées, on a l'impression que c'est toujours là. Comment ça se fait? Alors, premièrement, qu'arrive-t-il à Marine Le Pen?
Je veux dire, quand même, cette déclaration ce matin, elle est un peu stupéfiante. Est-ce que c'est une réaction par rapport à Marion Maréchal qui reprend la lumière et qui est de nouveau dans le circuit? Et puis il y a le changement de nom, rassemblement, il faut envoyer un signal. Donc voilà, on peut se poser la question. Après, c'est vrai que les électeurs du Front National sont une cible pour Laurent Wauquiez, puisque c'est ce que vous évoquez là. Les LR ont toujours dit qu'il n'y aurait pas d'alliance. Ils tiennent cette position, ils la tiennent encore fermement aujourd'hui. Mais pour combien de temps? C'est ça la question, Jean-Philippe Monet. Je trouve qu'ils ne la tiennent pas fermement, cette ligne. Je pense qu'il y a même un silence assourdissant sur les positions de certains responsables, encore LR, qui ne sont pas demandés de prendre distance avec leur parti, à savoir M. Mariani, d'une part. J'ai entendu Jean-Frédéric Poisson. Ce sont des sujets qui, il y a quelques années encore, auraient fait... sinon scandale politique, mais enfin aurait mis le sujet de la stratégie de ce parti sur la table des discussions. Et je pense que ce silence, y compris par rapport à la position de Marine Le Pen, de Laurent Wauquiez, pour le citer, tranche avec la position, par exemple, de Valérie Pécresse. Est-ce que cette ligne ambiguë va-t-elle tenir longtemps sans continuer à rétrécir, finalement, la position des Républicains ? C'est la dont on a vu qu'il était victime de forces centrifuges aussi, comme le Parti socialiste d'ailleurs. C'est leur point de comparaison. Et qui, peut-être, la crise n'en est pas terminée. Je pense que Marine Le Pen, qui a des difficultés internes, a choisi de mettre le doigt avec acuité sur une cicatrice qui n'est pas encore traitée, en fait, par... si on dépassionne un tout petit peu le débat et si on regarde les chiffres. C'est pas une question de passion, c'est une question de rationalité politique. Je vous rappelle que Marine Le Pen est au second tour de la présidentielle. Donc il y a quand même tous ces électeurs qui sont là. Quels électeurs? Les électeurs de Marine Le Pen. De Marine Le Pen. Oui, ils sont là, Donc, ils sont là. Dans les études d'opinion, vous voulez dire. Quel est l'espace politique aujourd'hui? Une droite au centre, Macron. Là, son espace politique. Soyons clairs. Là, nous parlons de terrain. Quel est le choix de Wauquiez? Quel est le choix des LR aujourd'hui? Ça risque d'être un une vraie débat question, houleux au sein de la droite. C'est une question stratégique qui est posée. Et débat houleux aussi. En Russie, alors là, on est au-delà du houleux, là. On est dans le... On voulait vous montrer absolument... On n'est pas loin du sujet avec Marine Le Pen. Cette vidéo ce matin, en plein débat télévisé, des candidats à la présidentielle en sont venus aux mains. Alors, 7 candidats se présentent face à Vladimir Poutine, un scrutin qui aura lieu dimanche. Et regardez cet échange très, très musclé. Ça castagne. Vous qui parlez couramment le russe, Julien, il lui dit quoi en partant là? Je sais pas. Vous savez pas? Il lui dit je reviens plus, je vous vois plus. On a de la marge encore, Muriel Réus, en France par rapport à ça. En tout cas, ça en dit long sur la tension actuellement en Russie. On est dans le fight, là, vraiment. Les Russes ont le sang chaud. C'est très très chaud, effectivement. Un peu plus que nous. On avait l'habitude de voir ça avec Vladimir Zhirinovski, notamment. Ces débats musclés en Russie, c'était un peu plus policé sur les débats de la présidentielle française. Oui, même des primaires. Des primaires, oui. Sur ce sujet, quand même, c'est la veille d'une réélection d'un autocrate qui marque son territoire hors des frontières de manière... violente. Absolument. Il faut parler de l'empoisonnement au Royaume-Uni. Emmanuel Macron a réagi là-dessus, on l'entendra tout à l'heure. On va terminer, Julien, avec une grande traversée. Oui, ou presque, vue sur LCI. Ce matin, je voulais vous montrer, direction les chantiers navals de Saint-Nazaire, dernier préparatif du plus grand paquebot du monde, le Symphony of the Seas. 362 mètres de long, 65 de large. Il pourra accueillir plus de 5500 passagers, 53 bars, 21 restaurants. Oui, les chiffres donnent le tournis. Il y aura le capitaine Stubbing, il y aura tout l'équipage de la Croisière s'amuse. Et après 3 ans de travaux, il sera livré en fin de semaine prochaine à son armateur américain. Embarquement avec Laurent Girondino et Bruno Grégoire, extrait. Une semaine avant sa livraison, peintres, acrobates et autres ouvriers s'activent à sa finition. Nous, on doit être environ 2000, plus l'équipage qui doit être environ 1500 personnes. J'ai 3500 personnes à bord. C'est une ville flottante. Les artères de cette ville, c'est 30 km de coursives, couloirs et escaliers. En croisière, plus de 8000 personnes vont y circuler et se détendre dans cette avenue, baptisée Central Park, un grand espace vert en mer. C'est magnifique en même temps. Love Boats, l'Harmony of the Seas, belle illustration du savoir-faire français quand même. Cocorico un peu ce matin dans le débrief. Merci beaucoup Julien, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes maintenant. Retour sur la grève à la SNCF. Quels sont les arguments de la CGT pour justifier cette fameuse grève perlée? À tout de suite.
life's sweetest reward.